Donc, comme nous disions, nous allons parler du Printemps Descartes. Ça va être le sujet de ce premier entretien. Et déjà, on pourrait revenir un peu à la genèse du projet, qui est une sorte de débranchement du Printemps des Poètes. Même si vous avez cherché à le faire de manière un peu plus large, le Printemps des Poètes, ça a été lancé en 1999 pour célébrer la poésie sous toutes ses formes. Les milieux universitaires s'en sont emparés pour célébrer et porter la culture et la diversité. Vous n'êtes pas la seule université, nous ne sommes pas la seule université à l'avoir fait, et on peut citer aussi Paris Cité, la Sorbonne, Créteil. Mais on reconnaîtra au Printemps Descartes une petite force ou une petite originalité, c'est celle d'avoir réussi à rassembler plusieurs établissements. Les différentes écoles du campus, l'Université Gustave Eiffel, tout pour porter un concours qui est ouvert à tous les élèves du campus. Et donc la première question, c'est depuis combien d'années vous organisez ce Ah, Printemps Descartes? Alors, c'est à la fois pour les étudiants, mais aussi pour le personnel. C'est Donc, vrai. voilà, on ne l'oublie pas. Donc, toute forme de personnel qui existe au sein des établissements. Alors, en fait, la genèse de ce projet, ça a commencé finalement par le Bureau des Arts de l'École des Ponts. Et au fur et à mesure, avec la création du plan BO+, qui était une animation, enfin, le plan BO+, existe parce que l'idée était d'ouvrir les bibliothèques à tous les étudiants de la Cité Descartes sur des heures complémentaires. Donc, j'ai été recrutée dans ce cadre-là. Et l'idée est aussi de faire des animations pour se retrouver et essayer d'amener les étudiants à se déplacer d'une bibliothèque à l'autre, de se rencontrer sur des événements artistiques. Et donc, ça se met en place. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu, mais on a déjà organisé au mois de novembre cette année un tournoi d'échecs. On a participé aussi au mois du film documentaire où il y a eu des projections au moins à l'École des Ponts et à l'ENSA Paris-Est. Et là, le mois de mars, c'est donc le Printemps Descartes. Et donc, ça doit être la 8e année qu'il se passe. Au départ, juste la bibliothèque, enfin pas la bibliothèque, mais vraiment le bureau des arts de l'ENPC. Et depuis 4 ans, ça s'élargit à tout le campus. Et donc, est-ce que c'est facile de travailler avec les différentes personnes Alors la difficulté, c'est les associations d'étudiants parce que, entre guillemets, on n'est pas dans les mêmes rythmes parce qu'il y a les élections, donc à chaque fois il y a un prochain BDA. Tout dépend de la dynamique des promotions. Il y a des promotions très dynamiques, il y a des promotions où ça prend moins. Donc, mais dans l'ensemble, on a du monde et c'est plutôt sympa de rencontrer les étudiants autrement que par le biais du travail, c'est-à-dire sur des choses beaucoup plus ludiques et intéressantes. Alors cette année aussi, la spécificité par rapport aux autres années, c'est qu'on a aussi ouvert des prix pour les FLE. Les Français langue étrangère. Oui, effectivement. Ça fait partie des 13 prix. On reviendra un peu rapidement tout à l'heure là-dessus. On voulait vous poser quelques questions aussi. Vous avez parlé de qui peut participer au concours, mais quelle œuvre peut-on déposer au concours pour y participer? Alors, il y a... en fait, c'est assez large. Bon, il y a les poèmes, tout simplement, puisque c'est quand même, au départ, c'est rattaché au Printemps des Poètes, mais aussi des nouvelles. Donc ça, c'était la possibilité d'écrire des nouvelles. Il y a aussi, nous avons créé aussi un prix d'art graphique, c'est-à-dire que les personnes peuvent, sous toutes les formes qui existent, dessiner, faire des peintures, des collages, voilà. À ça, on a rajouté aussi quelque chose d'un peu particulier. On a rajouté la photographie, parce que, on est dans un univers où on prend beaucoup de photos. Et donc, on trouvait intéressant de le mettre en avant comme un art à part entière. Et voilà, Très bien. Oui, on rappelle que la phase d'appel à projet, c'est donc depuis le 6 janvier jusqu'au 6 mars. Donc, si vous nous regardez, vous avez encore le temps d'écrire votre nouvelle, votre poème et de prendre une photo pour participer au concours. Et après, donc, cette phase d'inscription qui se termine, comme on le rappelle, le 6 mars, pardon, j'ai du mal ce soir. Donc, après cette phase d'inscription, il y a une phase d'exposition, de mise à disposition du public,
qui est faite pendant 15 jours, du 10 au 21 mars. Et où est-ce qu'on pourra retrouver toutes ces œuvres? Alors, vous allez les retrouver dans différents endroits. Déjà, vous allez les retrouver dans la bibliothèque Georges Perec, donc qui ont affiché toutes les œuvres. Je dis œuvre parce que je suis bourguignonne, donc œuvre si vous préférez. On ne jugera pas. Enfin, ça se voit pas trop que je suis bourguignonne, mais bon. Et puis, vous les avez aussi dans la bibliothèque de l'ENSA Paris-Est, donc, qui est en fait l'école d'architecture. Et vous avez aussi une exposition dans le hall Carnot, donc dans les bâtiments de l'école des Ponts. Plus particulièrement dans le hall Carnot Nord, qui est à proximité de la bibliothèque La Source. C'est ça. Donc, pour la bibliothèque Georges Perec, pour rappeler, vous pourrez la trouver en face de la maison d'étudiants, pour ceux qui voient très bien où c'est, et puis pour les autres, c'est en plein milieu du campus. L'ENSA Paris-Est, c'est juste derrière la bibliothèque Georges Perec, grand bâtiment très... comment on pourrait dire ça, bétonné et stylisé, hein, je sais pas, qui mérite la visite. Voilà, c'est ça. Pour l'architecture. C'est l'école d'architecture en même temps, donc il fallait bien qu'il fasse quelque chose de beau. Et la bibliothèque La Source, c'est dans le bâtiment qui ressemble à l'aéroport. Beaucoup de gens ont fait cette comparaison-là, et pour l'anecdote, on avait même des films qui sont venus tourner des scènes d'aéroport dans l'école. Donc c'est là où se trouve l'ENSG Géomatique et l'ENPC. Donc c'est là que vous pouvez retrouver les 3 lieux d'exposition. Ensuite, il y a des élections, si vous voulez. Des élections. mais même en parallèle, d'ailleurs. J'allais dire, même en parallèle, d'ailleurs, de l'exposition, il y a... J'étais pas prêt. Non, mais c'est pas grave. Il y a des questions... c'est pas grave. Non, la phase d'exposition... En même temps de la phase d'exposition, il y a déjà un premier choix qui se dessine, en fait, puisque le public est amené à exprimer son avis pendant cette phase. Donc... comment le public peut donner son avis et permettre d'avoir... En fait, on propose tout simplement de faire un vote électronique. Hein, et donc, le vote en ligne, c'est du 10 mars au 21 mars inclus. 2025, et vous votez, voilà, donc c'est sur le site, si vous tapez sur internet bureau Printemps des cartes ENPC, il y a un site web, et là vous retrouverez toutes les œuvres, à la fois pour les lire, mais aussi à la fois pour, soit vous les lisez en direct, soit vous venez, soit vous les lisez à distance. Bien. Vous parlez de jury, mais qui compose ce jury? Alors le jury, il est composé justement... Alors les bibliothèques ne s'en occupent pas du tout du jury, c'est vraiment les bureaux des arts qui s'occupent de constituer le jury. Et donc c'est une dizaine de personnes. Donc dans le règlement, ils essaient de prendre des personnes de l'ENSG, des personnes de l'ENPC, des personnes de l'EAVT... Enfin, l'EAVT, ce qu'on appelle maintenant l'ENSA Paris-Est, des personnes de l'université Gustave Eiffel. Donc, ils font un choix entre des gens qui travaillent dans les établissements et des étudiants. Donc, c'est un savant mixage qu'ils font eux-mêmes et qui donnent des choses très intéressantes. Et donc, ils ont toute une discussion où ils font leur choix. Très bien. Et donc, à la fin, ce double classement, celui du public et celui du jury, donne lieu à 13 prix différents. On en a 4 avec les nouvelles, 4 avec les poèmes, si je ne me trompe pas, 2 avec les photos, 2 avec les arts graphiques. Il y en a un petit spécial qui fera l'objet d'une question après. Comme vous l'avez dit, il y avait français, langue étrangère, par exemple, pour les nouvelles et les poèmes, et vous cherchez à distinguer le plus possible et à ouvrir le plus possible. Oui, parce que on sait que les établissements, c'est des lieux d'accueil aussi de personnes de différents pays. D'ailleurs, on a aussi une petite spécificité à l'école des Ponts, parce qu'il y a un programme étudiants réfugiés, je ne sais pas si vous connaissez. On découvre. Voilà, on apprend tous les jours. Donc l'objectif étant d'accompagner ces étudiants qui sont accueillis en France à poursuivre leurs études et qui, toute une année, sont accompagnés. Et donc, d'où l'idée de se créer ce prix FLE pour créer aussi des connexions entre les étudiants. Ça a l'air plutôt intéressant, cette ouverture. Et on voulait vous demander, qu'est-ce que le prix de l'audace? Puisque c'est le prix spécial. Oui, alors c'est un prix on se dit, on a envie, puis pas envie, et on le trouve quand même
un peu fantastique d'avoir osé faire quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui est peut-être pas tout à fait dans ce qu'on attendait. Et donc, voilà, d'où la création de ce prix de l'audace par les étudiants. Très bien. Une petite question sur la poursuite de la conservation des œuvres. Est-ce qu'on pourra les retrouver après l'événement et si oui, où? Alors, on publie quand même un catalogue avec toutes les œuvres en format numérique. Voilà, puisque chacun repart quand même avec, par exemple, tout ce qui est création graphique, photo et tout. Chacun repart quand même avec ce qu'il a fait. Mais par contre, on prend des photos et tout ceci et on reforme un petit, un bel album d'œuvres. Et donc, d'ailleurs, en fait, vous conservez même les œuvres qui ont été faites sur les 8 éditions précédentes. Oui. On peut les retrouver, par exemple, à la bibliothèque ou sur le site des ressources de la bibliothèque Georges Perec. Alors, je ne sais pas s'ils les ont catalogués, je vais leur demander. Je vais en profiter pour leur dire que ça serait bien. En tout cas, normalement, oui. Enfin, moi, depuis que je suis là, chaque année, je fais un catalogue, donc on pourra les retrouver. Très bien. Très bien. Une dernière. Oui, et si on a oublié quelque chose d'important, le thème. C'est vrai qu'on n'a posé aucune question sur le thème. C'est pas l'entretien d'après? Pas du tout, rien à voir. Non, en fait, pour la petite histoire, initialement, je voulais en faire un sketch de début d'émission. Le thème, j'ai plein de choses à faire. Le thème, c'est volcanique. Oui, j'ai vu le voilà, volcan. donc il y avait plein d'occasions de faire des vannes sur l'état de la radio et le volcanique. Mais vous pouvez nous en parler de ce thème finalement. Qu'est-ce qu'il déjà pourquoi avoir choisi? Pourquoi avoir choisi? C'est le thème du Printemps des Poètes. Oui. Donc finalement, vous le récupérez. Mais qu'est-ce que vous pensez que ça peut inspirer comme thème? Ou comme création plutôt? Comme création, de toute façon, moi, je fais un peu un lien avec tout ce qui est un peu changement climatique, les volcans, quand ça bouge, quand les rivières débordent. Donc tout ce qui amène de la vie, de l'explosion. Mais aussi, ça peut être vraiment aussi les sentiments, les relations qu'on a aux autres, qui peuvent être très volcaniques, qui apportent des changements en soi, dans les autres. Il y a tout le côté aussi, un peu le côté volcanique, l'amour des dieux, dans l'Antiquité, avec toutes les passions, tout ce que ça a pu entraîner. Enfin, si vous vous rappelez un petit peu de l'Odyssée, des conséquences des passions sur des vies entières et qui même marquent historiquement notre société. Oui, en tout cas, le thème, ce ne sera pas juste prendre des photos de volcans ou ça peut ouvrir plein de choses, quoi. Voilà. Ça ouvre, on pourra finalement être surpris par ce qu'on pourra retrouver comme œuvre et ça risque d'ouvrir pas mal de choses. Et voilà, vous avez à peu près toutes les informations pour l'instant. Donc, à vos crayons, à vos pinceaux, à vos claviers, à vos appareils. Soyez inspirés Et créez des choses et épatez-nous parce qu'on aura hâte de découvrir ce que vous avez fait parce qu'on suivra. Il y aura probablement une chronique ou un temps qui sera accordé dans le prochain Réconnaire. Peut-être qu'on fera pour les résultats des gagnants. Voilà, il y aura, je pense qu'on reviendra sur tout ce qui a été fait. Merci pour ce premier entretien. C'est le second entretien. Le second entretien. Second entretien, on va revenir. Alors, généralement, dans notre émission, le second entretien, ça vise à parler un peu soit d'une actualité locale, une actualité universitaire assez forte, ou alors un peu de la vie étudiante, de la vie culturelle. Oui, je peux me rapprocher du micro s'il faut. Donc, le sujet finalement était peut-être un peu facilement trouvé pour vous, puisque la première question qui me vient, qu'est-ce que vous faites comme mission ou comme emploi à côté du Printemps des Cartes? Eh bien, j'avais parlé en introduction, mon tournoi d'échecs, par exemple, qui a lieu dans 3 bibliothèques. Donc, cette fois-ci, c'est vraiment la bibliothèque Georges Perec, la bibliothèque ENSA Paris-Est et la bibliothèque de l'ENPC. Et donc, on a quand même en tout une 50aine d'étudiants qui s'inscrivent sur 3 soirs. C'est vraiment l'occasion pour eux de créer des échanges
le petit regret, c'est que quand c'est le tournoi d'échecs, on a très peu de filles et ça reste quelque chose de très Très masculin. masculin. Voilà. C'est très surprenant, on ne comprend pas. Non, on n'est pas du tout choqué malheureusement, Non, mais parité, gros problème un peu partout. Voilà. Donc, un peu triste. J'allais faire un jeu de mots avec échec, mais Ouais, on y a évité. on pourrait dire que c'est un échec. c'est vrai. C'est un échec. Non, mais ça va finir par progresser quand même. Là, je vais regarder. Si vous êtes des filles et que vous avez envie de faire des choses, faites-les. Voilà. Alors cette On année, insiste. dans le tournoi d'échecs, on a rajouté quelque chose qui était avec une arbitre, parce qu'on a une arbitre professionnelle qui vient. On a rajouté 1 heure d'initiation aux échecs. Et là, on a eu plusieurs jeunes filles qui sont venues. Enfin, je dis jeunes par rapport à moi, évidemment. Jeunes pour vous, peut-être pas. Qui sont venues justement s'initier aux échecs. Et peut-être que c'est ce qui manque. C'est peut-être aussi Ouais, un d'avoir temps de découverte. et d'apprentissage, tout simplement. Oui, parce que finalement, c'est peut-être pas si. Voilà, il y a Il un... n'y a peut-être pas forcément beaucoup de clubs d'échecs sur le campus, donc s'il y a c'est une peut-être question. les SIE ou... Le NG, je crois que de temps en temps, il y a un club ouais, qui se s'ouvre. fait très- Ça arrive dans les se écoles. fait rarement mais dans les écoles, mais dans l'université même, Il n'y en a pas. voilà, Il y en a peut-être eu un jour, mais voilà. tout s'explique peut-être. Et donc, vous faites le tournoi d'échecs, comme on Oui, disait. donc cette année aussi, on a fait le mois du film documentaire. Oui, c'est ce que vous expliquiez aussi tout à l'heure. Voilà, donc l'intitulé du mois du film documentaire cette année, c'était Petite planète. Et donc, il y a eu des projections très, très différentes en fonction des lieux. Donc, on en a fait un plus particulièrement sur... alors, je ne me souviens pas des titres, mais qui était sur les interprètes d'accueil des personnes réfugiées et de tout ce qu'ils entendaient, de tout ce qui... Enfin, leur voix porte la voix des autres et de tout ce qui... comment ils pouvaient le vivre. Il y a eu aussi un film sur... qui passait d'ailleurs dans 2 endroits différents. Aussi, il a été projeté à Lézier sur le travail solitaire des personnes qui, pour Google Earth ou pour d'autres, effacent le visage des gens. Et donc, ils sont payés 2 centimes par visage effacé, donc, avec la vie solitaire, isolée de ces personnes. Et presque enfin, c'est dur, quoi. On n'imagine pas du tout ce qui se passe. Il y a eu un 3e film qui était à l'ENSA Paris-Est sur... comment ça s'appelle ? Ce sont 2 familles. Le film il s'appelle Braguino, de Clément Cogitor. Voilà, je me souviens maintenant du titre. Et ce sont 2 familles qui sont au fin fond de la Finlande et qui vivent les uns à côté des autres et qui ne s'entendent pas du tout. Ah. Et c'est assez étonnant. Enfin, vraiment, il était très beau et vraiment méritait aussi le déplacement. Et il y a eu un 3e film auquel je n'ai pas assisté puisque je faisais à ce moment-là en même temps le tournoi d'échecs qui était, alors là, j'ai du mal à dire, sur... Clean With Me. C'était sur les femmes américaines, essentiellement, certainement qu'il y en a d'autres maintenant, qui se filment en train de faire du ménage. Et donc, voilà, c'est une étudiante de la FEMIS, donc l'école de cinéma, qui a fait tout un montage à partir de ça, parce qu'elle regardait ça pendant, je crois, la période de confinement. Regardez ces femmes qui tiennent des maisons et qui nettoient. Oh. Donc voilà, après, il y a tout un travail alors, que je fais qui est un peu différent, qui est de la formation doctorant sur des logiciels bibliographiques. Et puis, il y a aussi l'occasion aussi que les personnels se rencontrent, des bibliothèques, parce qu'on est quand même dans des espaces très différents, pour justement au moins 1 fois par an manger ensemble, se découvrir, parce qu'on travaille ensemble sans être ensemble. Et donc l'idée, c'est aussi de se connaître physiquement les uns avec les autres. Et puis pour les nouveaux, de pouvoir visiter aussi les différentes bibliothèques. Et puis tout le travail quotidien d'accueil, de communication, en fonction des besoins en fait aussi de chaque bibliothèque.
Voilà ce que je pouvais vous dire. Voilà, Merci. donc tout ça, c'est votre travail en tant que coordinatrice Oui, du réseau Bibliothèque Ouverte. Enfin, en tout Oui. cas, si j'ai bien compris, c'est ça votre... oui, Bibliothèque ouverte plus. Ouais, le réseau BO+. Donc finalement, tout ça, c'est un peu tout ce que fait le réseau BO+, ou il y a encore d'autres choses, d'autres actions qui sont mises en place Non, pour le moment, puis ça dépend des années. Ça dépend aussi comment on est sollicité. Par exemple, l'année dernière, on avait fait une exposition et une conférence sur femmes et filles de sciences. Donc, le 11 février, sur... je me souviens plus de son nom. Sur une femme scientifique qui... Oh, faut que je retrouve. J'ai un trou. Dont il y a eu le matin toute une formation sur Wikimedia pour mettre en lien, retranscrire ce qu'elle a écrit, puisque c'était une femme du 18e. Et il y a eu une conférence avec une spécialiste. Et vraiment, c'était vraiment passionnant. Donc, tout dépend aussi un peu de la dynamique du moment, des envies. Et chaque année est un peu différente. et donc, ce réseau BO+, il s'inscrit également dans une structure encore un peu En plus fait, grosse, c'est la structure Paris-Est Sup. Oui. Et alors, la Commu Paris-Est Sup, qui va fermer d'ailleurs, je ne sais pas si... Voilà, en fait, c'était un regroupement d'universités avec l'idée de mutualiser ses forces, en particulier pour pouvoir répondre à des appels d'offres, et donc d'avoir ensemble tous les champs d'action possibles pour répondre. Donc voilà, donc ça permettait d'avoir à la fois le côté scientifique, mais aussi médical, mais l'environnement, donc l'urbanisme. Donc c'était vraiment un travail de coopération qui était important. Et puis pour le moment, on est dans une phase de changement, de fermeture, on cherche de l'argent, donc il y a des choses qui disparaissent, d'autres choses qui vont naître, et voilà. Mais le réseau BO+, pourrait continuer à exister même avec la fermeture de... Oui, alors oui, parce que normalement, il est repris par l'université Gustave Eiffel, en tout cas. Ok. Pour le moment, c'est ce qui a été dit. On espère en tout cas que ça se concrétisera. Voilà. Vous parliez d'argent, vous parliez de fonds, de financement. On aime bien poser ces questions toujours un peu, parce que les On questions aime de bien financement, l'argent. ça nous... En fait, on a une subvention tous les ans qui permet de pouvoir payer les moniteurs étudiants. Et cette subvention, elle est faite de manière à ce que... En fait, avant mon arrivée, donc, il y a eu une première réponse à un appel d'offres qui a été lancé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et l'idée qui est née ici, c'était on va se débrouiller entre bibliothèques pour que les bibliothèques soient complémentaires et que les étudiants trouvent tous les jours au moins une bibliothèque ouverte. Et d'où, par exemple... à l'ENSA Paris-Est. C'est une bibliothèque qui ouvre tous les jours jusqu'à 20h, mais qui commence à 9h30. C'est une des bibliothèques en architecture qui a une des plus grandes amplitudes d'horaire. La bibliothèque Georges Perec, elle, a proposé une autre offre qui était d'être ouverte le samedi à tous les étudiants. Donc voilà, grâce à ce financement, la bibliothèque Georges Perec est donc ouverte tous les samedis. Et l'école des Ponts est ouverte tous les jours jusqu'à 21h. Oui, c'est vrai. Et tous les lieux sont ouverts à tous les étudiants. C'est-à-dire les étudiants ont le droit d'aller dans n'importe quelle bibliothèque qu'ils souhaitent. Tous les étudiants du campus oui, peuvent... du campus de la Cité des Cartes peuvent tous se déplacer et aller, en fonction de leurs horaires, trouver un endroit pour travailler. Très bien, donc c'est une information extrêmement intéressante. Voilà, si vous avez envie de travailler à la bibliothèque, sachez que c'est possible même le soir ou le samedi. Merci pour ce deuxième entretien. On a fait les 10 minutes, donc on est parfait. On n'est pas trop mal. On reviendra vers vous vers un troisième entretien qui sera moins sous format questions-réponses. Ce sera un peu différent et on parlera d'un sujet qui touche beaucoup le domaine de la création, mais je ne spoil pas trop. Avant ça, vous êtes toujours avec nous et on va passer au troisième entretien avec Zora.
Le sujet qu'on a choisi est un peu particulier, mais c'est un sujet libre hein, dans chaque entretien, donc on peut partir très loin. On a choisi de parler d'intelligence artificielle, parce que c'est sujet à la mode, tout le monde en parle, tout le monde a ses inquiétudes, ça peut créer plein de débats, et finalement on s'est dit, avec le printemps D'épargne. non, le printemps d'épargne, mais je vais dire le printemps des portes, mais des portes. ou des parts, je sais pas. Non, le printemps des cartes. À ne pas confondre avec le printemps des cartes. Ceux qui sont cartographiés auront la vanne, mais désolé. Blague entre géomaticien de NSG. Non, le printemps des cartes, c'est un concours de création. Où vous faites appel aux gens, à leur créativité, à leur talent, pour créer des choses. Il y a eu de nombreuses polémiques ces derniers mois ou ces dernières années depuis l'avènement de ChatGPT, de toutes les intelligences artificielles qui peuvent exister. Déjà, est-ce qu'il n'y a pas une crainte que lors de ce concours, vous ayez des œuvres comme ça qui se glissent, même si on pourra en discuter un peu de la qualité de ces œuvres On a mis une clause qui était qu'on ne pouvait pas utiliser l'intelligence artificielle pour créer ces œuvres. Voilà, tout simplement. Après, l'intelligence artificielle, il ne faut pas se leurrer, elle est partout. On l'utilise tous, à savoir maintenant, c'est comment est-ce qu'on l'analyse. Oui, c'est ça. Et la forme intelligente de l'utilisation de ces outils. Et puis finalement, il y a parce que vous avez mis dans le règlement que vous l'interdisiez, mais il y a quand même des petits malins en quelque sorte qui se diraient oh je vais tenter, on va voir, je vais mettre le truc. Comment on la détecte Alors par exemple, tout ce qui est travaux universitaires, les logiciels anti-plagiat, ils repèrent. Ça, c'est systématique. Après, si vous faites... Enfin, moi, je me suis amusée déjà pour Femmes et Sciences de voir quelle image pourrait en sortir. Et bon, par exemple... Vous sentez un peu qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. On sent, elle avait 3 jambes, la dame. Non, mais non, ça va, hein, je vois pas le problème. Ouais, ça dépend. Il y a des régions où ça arrive. Non, mais par exemple, ça, c'était étonnant. Voilà. Ou alors, je trouvais souvent... les images, elles ont plutôt des images... elles se ressemblent un peu toutes. Elles sont assez froides. Et puis, ça fait un peu manga, mais manga de mauvaise qualité. Enfin, pas... Oui, c'est ça. Et puis, très froid, quoi. Enfin, pas de... Et puis on parle même pas des défauts de fabrication, effectivement, les 6 doigts ou les 3 jambes. Oui, alors là, bon, c'était assez étonnant. Les lettres qui... les textes, les intelligences artificielles ont beaucoup de mal, en fait, aujourd'hui, à générer du texte sur des images, parce que, concrètement, le principe, c'est que, de ce que j'en ai compris, donc, des camarades qui connaissent plus que moi me reprendront, mais concrètement, c'est qu'ils génèrent pixel par pixel et essaient de retrouver des choses qui ressemblent. La tokenisation qu'on appelle ça, et en fait pour le texte il n'y a pas encore de modèle d'écriture cohérent qui a été fait pour la partie image, et même de toute façon pour le texte généré finalement c'est un peu pareil, c'est à dire que le fonctionnement d'une intelligence artificielle c'est qu'il va chercher l'option la plus probable de texte qui pourrait être généré après la séquence de texte qu'il a déjà généré. Donc par exemple, si on prend, là je vais prendre un exemple, si on prend là, vous avez une très belle affiche du printemps des cartes. Il ne pourra pas zoomer, hein, la caméra est impossible de zoomer, et puis il y a Nathan qui s'amuse avec les lampes. Mais par exemple, là c'est écrit volcanique, voilà, la tokenisation va dire, on va générer d'abord le mot vol, puis canne, puis hic. J'ai mal à la tête, Bruce. Ouais, mais non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il génère pas chaque lettre de manière indépendante, il génère des groupes de lettres en même temps, donc ça c'est le principe de tokenisation, et en fait il va juste chercher quel est le truc le plus cohérent. Et on avait fait des tests en classe où il y avait des combinaisons qui étaient, sur les premiers modèles, il y avait des combinaisons complètement improbables, c'est-à-dire on lui disait par exemple, qu'est-ce que tu mets après le chat mange, il disait le chat mange lampe. C'est pas parce que le chat mange la souris, mais non, il partait dans lampeux, potiron, et après il faisait n'importe quoi. Parce que pour lui, c'était probable de pouvoir faire ça, et ça demande quand même beaucoup d'entraînement de dire le chat mange la souris. Ah oui, c'est ça, c'est cohérent, c'est ce qu'un humain s'attendrait à voir. Parce que finalement, c'est ce que fait Nia, quoi. Il se répond à la question, qu'est-ce qu'un humain s'attend à voir ? Il n'y a pas vraiment d'intelligence derrière, hein. Les scientifiques vous diront que c'est juste des probabilités. Mais finalement, quand on cherche à imiter, on peut bien réussir à... Finalement, après,
on peut en avoir un usage très différent. Hein. Par exemple, on peut très bien y mettre un texte et juste lui demander corrige l'orthographe. Point. Ah bah oui, ça c'est les IA textuelles, Et ça existait déjà, ça marche très bien. Et ça, mine de rien, c'est... Par contre, lui dire, réécris le texte, il en fait quelque chose souvent de très, très différent. Oui. Et puis, il faut en tester plusieurs pour voir que les résultats ne sont pas du tout pareils. Oui. Entre un ChatGPT, où là, on parle beaucoup de Mistral AI, posez la même question aux deux et vous n'aurez pas du tout les mêmes réponses. Et même DeepSeek aussi, l'IA DeepSeek, chinoise, Oui. la fameuse qui dit Sorry, that's beyond my scope. Et puis, il y a toute l'interrogation aussi, parce que on met son texte, on met ses affaires, enfin, j'ai envie de dire, on peut y raconter sa vie. Mais par exemple, quand vous êtes en train de travailler sur une thèse, et puis vous êtes en train de créer quelque chose d'un peu secret, et puis vous lui demandez de relire, l'information ne vous appartient plus, elle part dans la nature. Et ça m'est déjà arrivé ce genre de truc. Oui, Ouais. et ça, on n'y pense pas. On ne pense pas non plus qu'on donne de l'information à la machine et que vous n'êtes plus propriétaire de votre information. Qu'elle va s'entraîner avec et qu'elle va... Voilà, et qu'elle va aussi la donner à quelqu'un d'autre Voilà, c'est ça. Qui va le réutiliser. Donc, je ne sais pas, sur un brevet que vous êtes en train de créer, que vous avez demandé une relecture, Faudrait surtout faites-le pas. Ouais. Mais dans les grosses entreprises, ils ont eu... des grosses entreprises de la tech ont eu des problèmes avec ça. Leurs données confidentielles qui étaient envoyées par leurs employés dessus. Voilà. Ils ont interdit carrément parfois l'utilisation. Vous disiez employer plusieurs IA, mais parfois il y a même une autre chose qu'on peut faire, c'est réemployer la même intelligence artificielle, parce qu'en fait, elle sort pas systématiquement le même résultat. Vous lui donnez la même question, mais comme justement c'est toujours une sorte d'arbre de probabilité, elle peut sortir des résultats différents parfois. Donc vous pourriez même tester sur une seule IA, voir reposer une question plusieurs fois et voir ce qu'elle sort ensuite. Si je reviens dans mon métier, par exemple, quand vous faites une bibliographie, il peut vous inventer complètement des œuvres. Des œuvres. Et l'auteur, mais l'auteur, le titre s'en rapproche, c'est logique. Il aurait pu écrire ça, mais il ne l'a jamais écrit. Voilà. Il reste dans la thématique quand même de l'auteur, de la question que vous avez posée. Donc ça, c'est quand même assez... alors on appelle ça des hallucinations. Mais les fameuses hallucinations. Et puis après, il y en a qui sont encore plus fortes. On arrive à faire croire que des films ou des œuvres dont il est convaincu qu'elles n'existent pas, existent. Alors, ChatGPT, par exemple, ils ont trouvé une sorte de parade contre ça, c'est-à-dire qu'ils connectent l'IA à Internet, et donc quand elle sent qu'on lui demande des informations sur une personne ou sur une œuvre, en fait, il sort de son modèle, il va chercher l'information sur Internet, et c'est ça qu'il récupère, et donc là, a priori, il arrive plutôt à trouver... à trouver ce que c'est. Mais typiquement, encore une fois, en classe, on avait fait une expérience, et on lui avait demandé de trouver, je crois... de voir si on avait trouvé un faux nom de film Astérix avec des acteurs qui n'ont jamais joué dans Astérix, et on lui a demandé de voir s'il connaissait ce film et si ce film était bien, et au début il disait non, ce film n'existe pas, ils se sont racontés. Puis à un moment, alors il y en a qui... Ce qui était beau, c'est que parfois, dès le moment où il posait la question, il y a une camarade qui disait si ce film existe, il est très bien, alors que normalement le modèle savait qu'il était faux, et puis il y en a, il fallait insister lourdement, il fallait tenter de le manipuler un peu pour avoir ce résultat. Donc finalement, la conclusion, peut-être faites attention à de l'IA. J'ai demandé à ChatGPT de me parler de REC, et il me sort des infos assez vieilles. Il dit que ça fait à peu près 15 ans. On fait des émissions variées, vie étudiante, culture et sport. Et il sort plein de sites sources. Et il y a des sites douteux qui répertorient tout. Qui répertorient notre post LinkedIn, apparemment, je sais pas. Ah oui. Et puis j'ai vu qu'il appelait ça la Radio Rec. Bon, ça c'est scandaleux. C'est logique pour lui, mais il écoute pas les émissions, ça se voit. Voilà, parce que nous on a dit radio. Oui, déjà, Rec, ça veut dire radio étudiante du campus de Champ, donc radio. On a enlevé le radio Rec, déjà. Ça nous frustre, et la Radio Rec, on a envie de mourir, oui. J'ai entendu déjà. Mais... non, et puis vous pouvez me poser des questions sur les gens. Pour la blague, une fois, parce que je me suis dit, bon, je suis sur Internet, j'ai tenté de chercher, voir, je tapais mon nom, il me trouve. Voilà, Nathan va tester. Je vais demander. Ouais, voilà, là, typiquement, il a tapé mon nom et il a cherché sur le web. Apparemment, tu es un étudiant ingénieur des travaux cartographiques et géographiques de l'État. Oui, c'est vrai. Voilà, à l'université Gustave Eiffel, situation sur Marne. Voilà, tu as un bureau. Oui. Tu as un bureau au 6 avenue Blaise Pascal, bâtiment indéterminé, bureau indéterminé. Voilà. Et il y a ton adresse mail.
universitaire. En fait, T'as une adresse mail comme ça? c'est une adresse mail parce que T'as une adresse UniVFL. oui, parce que je suis élève fonctionnaire. Du pour coup, il y rappel. a un numéro, ça veut dire que il y a plusieurs Bruce Pourny sur le campus. Bah, il y a moi et moi, quoi. Voilà. T'as deux. J'ai 2 adresses mail universitaires, c'est tout. Il sort même ton GitHub. Oui, bah, il sort des résultats un peu aléatoires. C'est-à-dire qu'un coup c'est GitHub, un coup il dit que je suis chez Rec, un coup il dit que je suis sur LinkedIn. Enfin, Ah ouais. ça n'a aucun sens. Voilà, drôle. c'est jamais... et c'est ça qui est fou, parce que du coup, il pose la même question, mais c'est jamais la même réponse. Oui, et en fait, quand même, une intelligence artificielle, au départ, c'est pas un moteur de recherche. En plus, Et là, il joue comme s'il était un moteur de recherche. c'est ça. Puis ça me rappelle un truc sur l'impact environnemental. Oui, Ça, voilà, je me souvenais de ce que j'avais. Oh. De ce que je me souvenais, les intelligences artificielles, notamment le dernier modèle de ChatGPT, GPT-4, qui inclut un générateur d'images qui est en fait utilisé à chaque requête, bah, en fait ça consomme 100 fois plus que le modèle 3 qui n'incluait pas les images par exemple. Et bon, bah, le modèle 3, il consommait déjà 10 fois plus qu'une simple recherche Google. Donc là, vous imaginez 1000 fois plus sur le dernier modèle, à chaque fois vous voulez faire une recherche Google sur ChatGPT. Enfin, C'est pratique pour lire les énoncés envoyés en images, mais bon. ouais, c'est ça, voilà. Voilà. Bah, donc, vous n'existez pas pour ChatGPT, Zora. Ah, Ça, oui, bah voilà. Bon. bah, vous êtes L'avantage- plus discrète. j'évite de lui parler. Et ben, Et moi, merci. alors, j'existe. Bah, le problème, c'est que Nathan Legros, c'est un peu un nom commun. Donc, tant mieux. je pense qu'il va. J'avais cherché une fois, j'ai trouvé. C'était encore plus drôle parce qu'il avait mélangé différentes personnes. Je suis un responsable recrutement chez Baldwin Partners. Ou un artisan couvreur. Ou un maçon. Maçon. Et la dernière fois, il y avait aussi un joueur de foot qui s'appelait Nathan Legros. Il y avait mis la photo du joueur de foot. Oui, mais oui. C'est vrai que j'ai déjà tapé, mais c'est un gamin dans un club. Et puis le club met la liste des joueurs. Voilà. Bon, il m'a pas retrouvé. Hein. On est deux à ne pas exister. Il sort des numéros de téléphone, quoi. Attention. Hein. Ouais, c'est rassurant. Hein, voilà. Tout va bien. Et bah, merci d'avoir eu cet entretien. Ça me avec rappelle la toute première émission de Reconair en nous. 2023. En l'an 2020, janvier 2023. Et j'avais fait une chronique sur ChatGPT qui venait de sortir. Et donc, si vous avez envie de la voir, n'hésitez pas. Le lien est dans la description pour le replay. Si vous voulez un peu de nostalgie avec moi qui était jeune à l'époque.